Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de la présidence de Sorbonne Université, je souhaite la bienvenue à tous les participants et participantes à ce colloque. Je suis ravi d'introduire. Et je commencerai par un mot qui, peut-être pas un mot de vice-président, mais peut-être un mot de sociologue, pour en venir à un mot de vice-président. Crise politique, crise économique, crise de la démocratie, crise financière, crise du travail, je regarde Dominique Méda, crise écologique. Il est parfois tentant de mettre la crise écologique au milieu d'autres crises, parmi d'autres. Et je pense que c'est une erreur, de mon point de vue en tout cas, et que s'il s'agit d'une crise, et en tout cas d'un moment de rupture qui est extrêmement important et qui est une crise du temps lui-même. Et c'est là où j'introduis le fait qu'en tant que sociologue m'intéressant aux temporalités, je pense qu'il se joue quelque chose de très particulier actuellement dans notre rapport au temps et qui mêle deux caractéristiques qui sont a priori paradoxales. L'une qui est ce que certains sociologues appellent un avenir confisqué, et avec une sorte de confiscation de l'avenir, de l'empêchement de projection, en particulier chez certaines classes sociales, et donc comme si on était empêché de se projeter dans le temps long par différents leviers, différents canaux, et avec aussi une espèce de culture de l'urgence permanente. Donc ça d'un côté. Et d'un autre côté, on assiste quand même à un moment où il y a une effervescence et un flux de projection, d'anticipation, soit à travers des imaginaires, soit à travers des scénarios politiques, soit à travers des réflexions écologiques fondamentales, où la question du temps long a rarement été posée avec autant d'acuité. Donc avec une espèce de tension temporelle comme ça, entre avenir empêché, confisqué, et quelque part des élans de projection dans le temps long qui sont extrêmement forts et qui créent, à mon avis, une nécessité pour nous, notamment nous académiques, de faire un effort pour contribuer à vivre dans un temps lui-même habitable, un monde habitable, mais un temps habitable, et où le temps long peut avoir sa place, et la science et l'État ont un rôle à jouer là-dedans, en particulier, et en même temps, on puisse, dans les vicissitudes du temps présent, réagir vite à des choses, à des flux. Ça, c'est un premier élément en fait, que je voulais juste introduire. Un deuxième élément, un peu plus concret, factuel, c'est en fait trois faits très, très récents, très contemporains, qui, je pense, posent la question de la responsabilité scientifique. Le premier fait, c'est la réélection de Donald Trump et ce qu'il incarne comme une sorte de synthèse burlesque de climato-scepticisme varié, parce qu'il y a différentes formes de climato-scepticisme et lui-même peut incarner à différents moments des facettes de ce climato-scepticisme. Le deuxième fait, c'est le récent mouvement à INRAE. Peut-être que vous avez vu à la fois à l'actualité, alors les agriculteurs, certains agriculteurs qui ont muré le bâtiment de l'INRAE et les 250 chercheurs et chercheuses qui ont fait une tribune pour dire à quel point ils voulaient défendre, l'indépendance de la recherche, le fait d'avoir une recherche qui travaille au bien commun. Et une formule qui m'a frappé dans cette tribune, c'est comment fait-on face aux défis monumentaux du XXIe siècle? C'est une formule, en tout cas, qui a frappé mon esprit et je pense, et qui, pour moi, résonne, en tout cas, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que vice-président également. Donc, réélection de Donald Trump, ce mouvement agriculteur INRAE, où là se joue quelque chose et une sorte de face-à-face. Troisième fait que je mets un petit peu dans le bateau, dans notre bateau, en tout cas, de débat, c'est, j'ai appris récemment, j'ai découvert que l'Académie des sciences morales et politiques en France, qui fait partie des 5 académies liées à l'Institut, a abrité un colloque dans lequel intervenaient des personnes qui relayaient des propos soit minimisant, soit niant le réchauffement climatique et son origine humaine. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant quand la mission de cette académie est précisément de partager les savoirs académiques les plus sérieux et avec une mission de service public et de rayonnement assez important. Et en fait, pourquoi je mêle ces trois éléments? Parce que pour moi, en fait, là, il y a 3 arènes dans lesquelles les scientifiques, au sens très très large du terme, sont attendus et où la responsabilité se joue. L'arène politique,
l'arène sociale, avec là des mouvements sociaux d'agriculteurs, mais il y a évidemment bien d'autres mouvements sociaux et bien d'autres types d'acteurs sociaux avec lesquels les scientifiques doivent essayer d'arriver à trouver des formes de trait d'union et de passage. Et la troisième arène, c'est, disons, l'arène proprement académique, dans laquelle il y a aussi des résistances à, disons, au discours scientifique et au consensus scientifique sur les questions notamment climatiques. Et donc, sur ces trois fronts, je pense que les scientifiques au sens assez large et pluridisciplinaire ont des responsabilités. Et évidemment, là, il ne s'agit pas d'attendre l'homme ou la femme totale qui synthétise ces trois responsabilités et qui aille dans le champ politique, dans le champ social, dans le champ académique, mettre tout le monde d'accord. Mais il s'agit d'organiser nos forces, je pense, collectivement. Et j'en parle régulièrement donc avec François Ravetta, que je remercie aujourd'hui pour son invitation, à la fois au titre de son rôle dans le MURS, mais aussi en tant que conseiller diplomatie scientifique de la présidence de Sorbonne Université. On discute régulièrement de ces questions. Et je pense qu'on a à se structurer collectivement quand, face au monde académique, il y a des forces extrêmement structurées, hein, notamment des lobbies, mais voilà, c'est un mot qui recoupe beaucoup de choses différentes, extrêmement structurées, extrêmement déterminées, et avec des capacités d'influence extrêmement fortes. Et aujourd'hui, si les scientifiques produisent un certain nombre de choses extrêmement maintenant solides, collectivement, je mets notre université dans le bain, et probablement aussi d'autres institutions, on a du mal encore à peser. Voilà. Et donc, comment peser dans la transformation du monde, faire face aux défis monumentaux du XXIe siècle? Je pense que c'est une question essentielle et qui n'a pas de réponse univoque, et où les engagements personnels et collectifs, souvent, doivent se renforcer pour essayer de faire transformation. Et je pense que pour ça, il est important, de mon point de vue en tout cas, d'arriver à inventer une nouvelle façon de promouvoir la science, le discours scientifique, l'approche scientifique au sens large du terme, et qui ne soit ni arrogante, ni verticale, ni donneuse de leçons au mauvais sens du terme, avec une espèce comme ça de verticalité rationaliste qui vient éclairer les masses qui seraient non éclairées et soumises à des pulsions, à des émotions. Et je pense qu'il y a des, évidemment là je ne pense pas du tout au MURS, mais ailleurs, il y a des façons de regarder la société. On a trop tendance à voir la société comme une espèce de cire-molle ou d'une éponge ou espèce d'éponge à émotions, et il faut rationaliser et faire pénétrer le discours scientifique et utiliser une métaphore qui est utilisée pour d'autres raisons, faire ruisseler le savoir ainsi. Et je pense qu'en fait, ce qu'on a inventé, c'est de nouveaux types d'assemblage, de types d'assemblage, d'agencement entre science et politique, donc comment la science équipe la décision publique, l'accompagne, non seulement quand elle est experte sur commande, non seulement lorsqu'elle est en fonction d'alerte, mais un petit peu comme ça, un petit peu loin, mais des assemblages, c'est-à-dire quelle forme d'intermédiation, de médiation faut-il construire pour mieux faire peser la science aux différentes échelles de l'action publique, parce qu'il y a différentes échelles. Donc ça, je pense que c'est important, de nouveaux assemblages sciences et politiques et de nouveaux assemblages sciences citoyennes, et où il ne faut pas nécessairement réinventer la poudre, parce que par ailleurs, il y a plein d'initiatives, il y a quand même une grande vitalité des sciences et recherches participatives, même si ça recouvre beaucoup de choses différentes, et que là il y a des choses voilà, à inventer. Et là, je finis donc en tant que vice-président, non pas sociologue, c'est qu'on essaie de faire en sorte, notamment dans Sorbonne Université, mais je le vois chez beaucoup de collègues d'autres universités, de savoir comment instituer ce fait de peser. Comment soutenir les collègues qui interviennent individuellement, dans des comités, dans des commissions, dans des arènes off ou publiques. Comment structurer collectivement les choses, sur quel type de thématique, avec quel type de disons, canal d'action, canal éditorial, la forme rapport, est-ce que c'est ça vraiment qu'il faut continuer à faire, comment aller plus loin pour peser collectivement. Je sais que c'est une question qui aussi a préoccupé Luc Abadi, notamment dans la création de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. C'est le moment de le remercier et de le saluer pour ça, et évidemment Jean Jouzel. Donc, je pense que c'est une question qui ne concerne pas du tout uniquement Sorbonne Université. Évidemment, là, je dis la préoccupation, notre volonté, nous, d'essayer de structurer les choses. On est en train de construire un projet d'établissement dans les 5 ans, et on essaie d'écrire noir sur blanc les orientations qu'on a envie de mettre dans nos gènes administratifs, institutionnels là-dessus. Et donc, je pense que ces moments comme aujourd'hui sont intéressants, car c'est des moments qui nous permettent, à la fois en tant qu'enseignants-chercheurs et parfois voilà, au rôle de gouvernance dans les universités, de sortir d'un bocal, de voir comment on peut trouver collectivement des leviers pour agir, et je finirai là-dessus, pour sortir de soi.
Alors c'est une formule que j'utilise moi souvent dans ma petite politique universitaire, c'est sortir de soi. C'est-à-dire quand on me demande qu'est-ce que c'est que s'engager, on a un grand projet, Sound sur 10 ans, l'engagement d'université dans le débat public, etc. C'est d'abord sortir de soi. Et pour les universitaires, c'est parfois très coûteux. Sortir de soi, ça veut dire sortir de son strict champ disciplinaire, parfois de son strict objet, et d'aller donc construire des interfaces pluridisciplinaires. Hein. Donc évidemment, autour de l'environnement, il y a beaucoup à faire. Mais c'est aussi sortir de soi, c'est aller vers des publics, des acteurs sociaux, politiques, je reviens aux différentes arènes, où parfois on n'a pas soit tendance, soit envie, soit les codes pour aller vers. Et tout ça demande de la formation, de l'accompagnement, de la structuration. Et donc sortir de soi, ce n'est pas une injonction. Je pense que c'est un travail institutionnel pour accompagner les collègues, pour faire de la médiation scientifique auprès des jeunes publics, pour faire de la formation continue auprès des décideurs publics et privés, et pour savoir comment, sans naïveté, on arrive à peser dans la transformation du cours du monde. Voilà, donc je remercie beaucoup en tout cas pour l'invitation, pour l'organisation de cette journée et pour toutes les activités et quelque part la continuité, le renouvellement du MURS, hein, à qui je souhaite longue vie. Et donc je vous souhaite de bons échanges pour toute l'après-midi. Je passe la parole à Jean Jouzel. Oui, ça marche. Oui, merci Pierre-Marie. Merci beaucoup pour cette introduction, effectivement, extrêmement dans la dynamique de ce que nous voulons faire aujourd'hui sur ces problèmes d'engagement. Alors, merci Olivier. Olivier m'avait présenté comme... oui, alors je me suis présenté comme président de Météo et Climat. Alors, c'est tout à fait exact et je remercie les gens de Météo et Climat qui sont là. Voilà, donc... bon, en fait, ça me fait... Disons, la notion de responsabilité scientifique n'est pas inscrite réellement dans notre... disons, dans Météo et Climat, mais elle est implicitement. C'est clair que, disons, c'est une association qui regarde effectivement à porter la science voilà, vers, disons, la science de la météorologie du climat, vraiment vers l'extérieur, vers le grand public. Voilà, on organise la tournée, par exemple, du climat et de la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de... Et c'est dans cet esprit que nous agissons. Mais c'est vrai que si je suis ici, c'est tout autant, sinon plus... au titre du MURS, donc voilà, du Mouvement universel de responsabilité scientifique. Alors, j'en ai été président, je crois, pendant une bonne quinzaine d'années, je ne sais plus. C'est Laurent, je ne vais pas trop parler du MURS parce que je laisse cette tâche, c'est Laurent Degos qui va parler de notre association, mais c'est vrai que, voilà, j'en étais, et je remercie Luc d'en avoir pris la présidence récemment. Voilà, moi-même, j'ai succédé à Gérard Mégy, donc, qui disparu il y a une vingtaine d'années, qui était un grand monsieur. Voilà, alors, autour de ce thème, donc cette responsabilité scientifique, effectivement, nous l'avons orienté d'un commun accord vers... C'est pas forcément moi qui ai imposé ce thème, hein, donc sur la transition écologique. Il se fait que, disons, les recherches auxquelles j'ai participé, disons, s'inscrivent dans cette dynamique de transition écologique, de devenir de l'humain. J'ai toujours, effectivement, je crois que c'est important de regarder. On ne peut pas parler de réchauffement climatique, mais Luc dira de même pour la biodiversité, pour ce qui nous intéresse, l'environnement, la transition, sans, disons, regarder vers l'extérieur, vers les aspects sociétaux, vers les aspects économiques, vers les aspects culturels. Disons, quand on parle de cela, on interroge vraiment le mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors, tu as à juste titre mentionné des choses qui moi aussi m'ont marqué. En gros, soyons clairs, pour ceux qui s'intéressent à la transition écologique, nous sommes un peu au creux de la vague actuellement. Hein, mais ce n'est pas une raison pour renoncer. Les problèmes sont les mêmes qu'il y a 3 ou 4 ans, ou même au moment de l'accord de Paris pour ce qui nous concerne, ou bien de la sortie de l'IPBES il y a quelques années pour la biodiversité, c'est-à-dire les problèmes sont toujours là et même de plus en plus cruciaux, l'urgence est là. Et le rôle, voilà, disons, sur ces aspects de responsabilité scientifique, eh bien, tu as parlé à juste titre de problèmes d'aujourd'hui, mais des problèmes cruciaux se posent devant nous. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ce sera forcément évoqué, moi, hein, dans lequel, comme je suis impliqué actuellement dans celui-là, c'est, disons, voilà, à l'Académie des sciences, on fait un rapport sur la géo-ingénierie climatique. C'est vraiment un des points sur lesquels, un des aspects sur lesquels notre communauté est interrogée. On en discute aussi beaucoup avec François, c'est pas ça, mais on voit bien que voilà, c'est au cœur des questionnements
c'est de la responsabilité scientifique. Est-ce qu'on fait de la recherche? Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche? Donc moi, je suis de ceux qui pensent que peut-être à un moment, on aurait pu se dire, voilà, on rejette disons, on n'essaye pas d'aller plus loin dans disons, ces manipulations du climat. Hein. Si on parle de géoingénierie solaire qui présente quand même des risques, en particulier le risque de choc terminal, hein, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais ce risque que si on contrecarre le réchauffement climatique pendant une vingtaine d'années, même sans problème, et bien si pour une raison quelconque, eh bien, disons, cette géoingénierie solaire devait s'arrêter, eh bien, le degré qu'on aurait gagné, qu'on aurait évité, eh bien, serait pris en 2 ou 3 ans par les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est une véritable épée de Damoclès. C'est vraiment un exemple où la responsabilité des scientifiques de notre communauté est interrogée. Voilà, donc je ne sais pas si cet exemple sera spécifiquement évoqué aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Dans d'autres disciplines également, je crois que toutes les disciplines sont interrogées. Nous avons au MURS beaucoup de personnes disons, plus du côté santé, et là, tu l'as dit, donc les problèmes sont aussi là. Voilà, et puis... Donc, moi, je remercie, je pense que voilà, je remercie tous ceux qui ont organisé cet après-midi. Voilà, et puis l'accueil aussi, bien sûr, de Sorbonne Université. Merci beaucoup, merci Pierre-Marie de cet accueil. Merci. Alors oui, il sera question de géo-ingénierie un peu plus tard dans l'après-midi, mais pour l'immédiat, on va entendre Luc Abadi. Je crois qu'il y a un bouton déficient. Il y a un petit décalage, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça a été dit, ce colloque a été organisé par le MURS, le Mouvement universel de la responsabilité scientifique. C'est une association ancienne, vous allez en savoir plus dans quelques minutes, mais qui aujourd'hui, finalement, est animée d'un nouvel élan. D'ailleurs, je pourrais reprendre l'expression, Pierre-Marie, que tu as utilisée, hein, un élan de projection dans le temps long. Je pense que ça correspond assez bien à l'état d'esprit qui anime le MURS depuis peut-être le début et peut-être singulièrement dans cette période où on essaye de refonder un certain nombre de dynamiques. Donc, que fait le MURS? Il fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que le MURS constate que la science et la technologie ont un impact de plus en plus fort au cours du temps sur les dynamiques sociales et économiques. Et donc, depuis longtemps, ce mouvement s'interroge du point de vue de la physique, du point de vue des sciences, on va dire, la biologie, hein, c'était le colloque fondateur du MURS, des sciences qui ont pignon sur rue depuis longtemps, s'interrogent sur le rôle de la science et du coup sur la participation de fait du scientifique à cette dynamique. Et donc ça pose évidemment la question de sa responsabilité. Mais ce qui est peut-être aujourd'hui un petit peu nouveau, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, c'est la grande question de la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un constat de plus en plus avéré sur des données scientifiques, comme quoi on est sur une remise en cause, ni plus ni moins, en tout cas c'est comme ça que je vois la transition écologique, sur une remise en cause de la viabilité de la planète. Ce qui n'est quand même pas rien de dire ça, c'est une question cruciale. Pour reprendre une expression très à la mode ces derniers temps, c'est une question existentielle, carrément. Donc ça suppose effectivement qu'on reprenne peut-être la réflexion sur le rôle de la science là-dedans, et puis aussi qu'on prenne en charge peut-être des disciplines qui auparavant n'étaient pas tout à fait confrontées à ça, en tout cas pas aux premières loges. Je pense à la climatologie, finalement, elle est confrontée à ça, mais c'est récent par rapport à d'autres questionnements dans le domaine de la biologie ou de la physique. L'écologie à laquelle j'appartiens, curieusement, s'occupait beaucoup de populations et d'écosystèmes. On n'était pas sur des objets qui ont pris cette importance sociétale d'aujourd'hui. Même topo pour les sciences de l'eau ou pour les sciences du sol. C'est des sciences finalement très fondamentales. J'ai horreur de ce mot-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des sciences qui étaient animées essentiellement par leur propre logique scientifique. Et crac, du jour au lendemain, elles se retrouvent bombardées au premier rang parce que les objets sur lesquels on travaille sont devenus des objets vitaux au sens de la remise en cause de la viabilité de la planète. Donc, finalement, première question qu'on peut essayer de régler aussi aujourd'hui, c'est la manière dont on voyait la responsabilité scientifique traditionnellement. Est-ce qu'elle est domaine nature? Est-ce que la manière dont on l'a traitée, la manière dont on l'a assumée, colle tout le temps avec cette responsabilité qui touche toutes les disciplines, mais sur des enjeux qui sont colossaux, qui sont pluridisciplinaires? Est-ce qu'on est tous prêts à la pluridisciplinarité? Tu
suggérer. Pluridisciplinarité, ça veut dire, quand on est écologue, de prendre de temps en temps la parole sur autre chose que l'écologie. Une méthodologie qui va parler. Voilà, on est amené à sortir de nos zones de confort intellectuel habituel, et c'est pas si simple que ça. Et donc, une fois qu'on a dit ça, dans ce contexte très foisonnant, finalement, est-ce que notre responsabilité doit se limiter à ce qu'on fait classiquement, hein, à l'information, à ce qu'on appelle l'éclairage, éclaire les politiques publiques, que ça suffit aujourd'hui, vu l'urgence, vu l'ampleur du phénomène, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Donc il y a des collègues qui passent à autre chose. On connaît des mouvements, le Labo 1.5, c'était une première étape, mais ça peut aller beaucoup plus loin avec des chercheurs en rébellion, ce genre de choses. Donc, est-ce que voilà, comment se positionne finalement le chercheur en tant qu'individu ou en tant qu'institution? Que disent les institutions là-dessus? Avant de venir, j'ai regardé le texte du COMETS, donc le comité d'éthique du Sénat. J'ai regardé juste le résumé, pour être honnête. Bon, c'est bien ce qui est dit là-dedans, mais on se sent quand même un peu seul. Gérer ça de façon concrète, on a besoin d'aller plus loin. Autre aspect, c'est que le chercheur, en particulier dans ce genre d'établissement, il est aussi formateur. Donc, qu'est-ce que ça signifie former à la transition écologique, un centre sujet qu'on a bien abordé avec Jean il y a quelques années. Former à la transition écologique, ça veut dire former à l'analyse plurielle du monde qui nous entoure. Facile à dire. C'est de la pluridisciplinarité, c'est les ordres de grandeur, c'est les zones de connexion entre les enjeux. Ça, est-ce qu'on l'enseigne? Ben non, de façon traditionnelle, on ne l'enseigne pas. Donc aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de former, d'équiper intellectuellement des étudiants, des collègues, etc., pour aborder cette complexité qui peut faire peur. Et puis, la transition écologique, c'est pas juste du descriptif, c'est pas juste de l'analyse, c'est de l'action. Donc, forme-t-on à l'action dans nos établissements? Ah, pas vraiment. Donc là, il y a un enjeu aussi pédagogique absolument phénoménal auquel on doit s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire. D'autant plus que ça bouge dans les établissements. Il y a plein de projets partout. Sorbonne Université, pratiquement tous les établissements se mettent en ordre de marche pour essayer de former en transition écologique, en formation initiale ou en formation continue parfois. Mais on a aussi quelques remontées là, récentes qui montrent que dans certains établissements, on avait bien avancé, on revient un peu en arrière. Parfois, les autorités, on va dire, sont effrayées par le ton que peuvent prendre certains enseignements. Alors, je ne sais pas si ou pas, c'est une autre histoire, mais on voit bien que ça ne va pas de soi. Il y a un problème de moyens, il y a un problème finalement de responsabilité collective, ça a été dit, et de contenu de ce qu'on va enseigner. Pour la transition écologique, il y a un risque permanent de passer d'un équipement intellectuel pour aborder la question à la délivrance d'un message tout fait, presque un catéchisme qu'il faudrait faire en matière de transition. Facile à dire, pas facile à gérer au quotidien. Et puis, le dernier point, c'est qu'évidemment, vu l'enjeu de la transition, qui devrait être aujourd'hui, alors on en est loin malheureusement, qui devrait structurer l'ensemble des politiques finalement. Bon, pour l'instant, les politiques qui s'occupent d'autre chose. Mais vu cette urgence, vu la nécessité d'être capable d'affronter la complexité, ça veut dire quoi pour le monde scientifique? Ça veut dire qu'au fond, on essaye de pousser une prise de décision, une élaboration de stratégie qui soit basée sur la science. Beaucoup plus que par le passé. Et, en particulier dans des cultures traditionnelles, où il y a traditionnellement un assez grande séparation entre les gens qui créent la connaissance et puis ceux qui peuvent l'utiliser pour innover dans les pratiques de gestion. Donc, si on a besoin d'un pilotage scientifique d'un pilotage politique intégratif de la transition écologique, ça pose la question de comment le chercheur se débrouille. Alors aujourd'hui, le chercheur, il se débrouille souvent à titre individuel, c'est souvent des engagements individuels. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce que des établissements peuvent s'engager? Est-ce que des grands établissements comme le CNRS ou pas peuvent s'engager? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager quand on est une institution? Et comment on peut rendre ça complémentaire de ce que bricolent, au fond, c'est un petit peu ça aujourd'hui, les individus qui s'engagent. Donc vous voyez que le programme, il est quand même assez vaste. Et on va essayer, grâce à l'apport des collègues qui ont accepté de participer à cette séance, de commencer à poser quelques jalons. Encore une fois, si vous allez regarder les textes qui sont disponibles, ou même le statut du chercheur,
regardez le statut de l'enseignant-chercheur sur les sites officiels, ben, on est quand même très démunis aujourd'hui dans ce qui est écrit. Donc, ce qui peut se dire aujourd'hui, finalement, peut quand même avoir un impact assez important pour essayer de structurer les choses et de faire en sorte qu'on sorte du bricolage pour arriver à un véritable... Évidemment, à faire en sorte que les dynamiques sociales soient un peu plus... intègrent un peu plus la dimension scientifique au même titre que d'autres dimensions. Voilà, je vais m'arrêter là. Et on va Merci à vous trois. Alors, je vous invite à retourner dans la salle et vous l'avez dit, le MURS, c'est un nouveau départ avec ce colloque, mais c'est aussi une histoire ancienne avec 50 ans qui vont être brossés, si je puis dire, par Laurent de Gosse. Laurent de Gosse, secrétaire général du MURS. Bonjour, je pense qu'on peut mettre la séquence. Oui, c'est un moment où on fête le MURS 50 ans, mais c'est aussi un moment où on peut voir sur le temps long ce qui s'est passé et de voir si les actions, en fait, compte, ont été productives. Donc, on peut dire que c'est un momentum, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer de réfléchir sur le passé et avoir un nouvel élan. Donc, comment on fait le passé? Donc, tout d'abord, quels étaient les dirigeants? Le premier était le fondateur, Robert Mallet. Il était recteur de l'Université de Paris, il n'y en avait qu'une à l'époque. Et donc, il était littéraire. C'était un homme de lettres et notamment, il a écrit beaucoup de poèmes. Et il est venu à Paris après mai 68 parce qu'il avait prédit, il était recteur de Amiens, prédit que mai 68 arriverait. Et Gérald de Gaulle l'a fait transférer aussitôt à Paris parce que c'était quelqu'un qui était, en fin de compte, un visionnaire. Ensuite est venu Jean Dossé, prix Nobel, donc un biologiste, puis Gérard Mégy, donc qui était directeur du CNRS, puis Jean Jouzel. Regarde, Jean Jouzel, ça fait quand même 2004-2024, ça fait 20 ans qu'il est donc notre président. Et à partir de quelques mois, Luc Abadie donc, nous a rejoint comme il était ex-directeur de l'Institut d'écologie et de l'environnement. Il y avait comme secrétaires généraux Michel Barrault, Jean-Pierre Alix, Pierre-Frédéric Buchot, Tenir-Buchot plutôt, et moi-même à la fin, j'ai fait la transition parce que malheureusement, Pierre-Frédéric Tenir-Buchot nous a quittés très accidentellement. C'est vous dire que dans le temps long, on peut regarder l'origine. Pourquoi a été créé le MURS? En fait, le recteur Mallet a eu une angoisse après le nucléaire, où il a vu que les physiciens n'avaient pas du tout pris conscience de leur responsabilité. Il a vu apparaître toutes les modifications génétiques et les modifications génétiques de l'homme. Et donc, cette angoisse, il l'a transformée en un colloque mondial où il a fait venir tous les grands de ce monde. Il avait la possibilité, étant recteur de l'Université de Paris, chancelier des universités. Et ce colloque international a abouti au MURS, un mouvement universel de la responsabilité scientifique. Et quand on regarde le début, il y avait déjà des prémices à droite et à gauche de gens qui crient en disant qu'il faut absolument qu'on soit conscient de ce que l'on fait aujourd'hui au niveau scientifique et de notre responsabilité sur la société. Les statuts ont été déposés à Genève et à Paris. Et pour vous dire qu'il y a eu 450 conférenciers de tous ordres, physiciens, chimistes, de toutes sciences, répondant à leurs questions de la responsabilité. 63 cahiers du MURS, 3 colloques internationaux, des lettres aux générations 2000, le prix Jean Rostand, des séminaires, des colloques et bien d'autres choses, qui donc ont fait évoluer la pensée et donc nous allons voir sur le temps long ce qui se passe. Le colloque fondateur du MURS, donc en 1974, était centré sur les responsabilités scientifiques face aux avancées de la biologie. C'est pour ça que le colloque s'appelait « Biologie et devenir de l'homme ». En fait, on a élargi ceci sur toute science, et c'est pour ça que ça s'appelle « Science et devenir de l'homme ». La première étape, je trouve, la première action au long cours, ou en tout cas au temps long, a été une réflexion sur la responsabilité, ce que ça veut dire, faire réfléchir tous les scientifiques par leurs conférences et aboutir à un moment de dire il y a surtout une question d'éthique. Et ça a été un temps depuis 1974 où on voyait déjà des prémices de comités éthiques qui étaient formés, qui étaient donc mis en place. Et ça a abouti en 1983, donc 10 ans plus tard à peu près, au comité consultatif national d'éthique, traitant principalement d'ailleurs des problèmes de biologie, et donc qui a été fondé par Jean Bernard, qui était un membre éminent du bureau du MURS.
aussi, le MURS a joué un rôle de conseil auprès des politiques. Et notamment, dès le début, je vous ai mis le début, il y a eu une réflexion demandée par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, je me réjouirais si le mouvement universel de la responsabilité scientifique acceptait d'entreprendre une telle réflexion. Et je vous prie de croire, Monsieur le Président, il écrivait au recteur Mallet. Et donc là, c'était une prédiction des transformations de la société par la science et ses applications. Il demandait, on était en 1975, que deviendrait la société en l'an 2000, vu du côté des scientifiques. En fait, il y avait autour du recteur Mallet, Pierre Schaeffer, qui avait prédit à l'époque l'Internet. Il dit, il y a bien la télévision, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un répondant. On ne peut pas donner toujours que des images. Il faut que les gens répondent. Il dit, ça existera. Et nous, on l'avait pris pour un fou. Yvonne Choquet-Bruat, Hélène Arveller, Albert Jacquard, André Lechterovitch, des grands noms, hein, Jean Bernard, Charles Garpérine, Marco Schustenberger, et Michel Barrault et moi-même, on était là un petit peu les petites mains dans ce grand club de scientifiques et de personnes responsables. Outre le MURS, a été aussi défenseur des droits de l'homme. Et ça a mis du temps. Et donc, Jean Dossé avait, depuis 1990, clamé qu'il ne pourrait pas y avoir de commercialisation de l'homme et de ses éléments. Il a écrit de nombreuses fois, demandé à l'UNESCO, demandé à l'ONU, et en fait, ça a été mis en application dans notre Code civil par l'article 16.1, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Donc vous voyez que c'est toujours semer une idée, la faire évoluer de telle sorte qu'à la fin, il y a une application. Le MURS, c'est l'environnement. Donc, vous voyez, en 82, il y a eu un grand colloque, un grand groupe qui a travaillé sur risques et décisions. Et en 1984, il y a eu une conjonction entre l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales politiques et le MURS sur la responsabilité scientifique face au progrès qui a, en fin de compte, fait germer l'idée du principe de précaution. Et en 2004, Gérard Mégy a d'ailleurs fait aussi un colloque du bon usage du principe de précaution au Palais du Luxembourg. C'est toujours du temps long, ça se passe très progressivement. Le MURS a travaillé aussi sur les pénuries futures, et je peux prendre l'exemple de l'eau. Jean Dossé a initié donc un colloque du MURS en 1996 sur l'eau et la vie des hommes au XXIe siècle à l'UNESCO. Pierre-Frédéric Tenir-Buchot a été le fondateur du Cercle français de l'eau. Et en 2023, après malheureusement son départ, il y a eu un colloque « L'eau, une priorité parlementaire » au Palais du Luxembourg. Si on prend encore un autre exemple, le MURS est promoteur, notamment dans l'intégrité scientifique. Dès 2010, Jean-Pierre Alix a remis à la ministre Valérie Pécresse un gros travail sur l'intégrité scientifique. En 2012, ça c'est l'image d'ailleurs de l'intégrité scientifique de la réunion de l'Institut Curie. Puis, on a créé un groupe MURS Intégrité, 2 colloques, un à Bordeaux, un à Nancy, pour aboutir au rapport de Pierre Corvol, membre du MURS, et donc la création de l'Office français pour l'intégrité scientifique. Vous voyez que c'est toujours du temps long, c'est pas immédiat, c'est donc 7 ans plus tard qu'arrive, enfin 7 ans plus tard qu'arrive, en fin de compte, la réalisation. Le MURS international, là aussi, le MURS a essayé d'essaimer au Canada, au Japon. Au Japon, en fin de compte, le Canada et le Japon continuent à vivre tout seuls. Donc, on ne sait pas très bien, on a perdu nos rapports avec eux, l'Espagne, le Mexique, l'Égypte. Et en 2002, certains d'entre vous qui sont ici présents étaient là, on a créé le MURS international. Donc, voilà un peu la première image. Et je dis, ça a continué. Et Jean-Pierre Alix, en 2008, a fait un colloque international sur sciences et société, qui était un grand succès. On continue, le MURS, en fait, s'est posé la question, que veut dire la responsabilité scientifique? Et cette réflexion a été d'abord menée par l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques. Ensuite, Étienne Klein a écrit un gros document sur de la science, savoir et responsabilité. En 2006, le MURS a fait un colloque à la recherche de la confiance perdue. Et en 2013, on a mis des réflexions sur la responsabilité scientifique, les Madères étant un lieu assez magique pour pouvoir réfléchir tous ensemble. En fait, il y a 3 orientations qu'on peut dire sur le MURS et son travail. La première, c'était de se dire que la responsabilité est d'abord éthique. C'est un rôle ou une action de la communauté scientifique, de la communauté, dans la société.
Donc sont sortis des principes éthiques, la création du Conseil national d'éthique, la non-commercialisation du corps, les lois bioéthiques. Un deuxième versant, c'est le code de conduite individuelle, et non plus en communauté. Et le MURS a été promoteur, notamment sur le serment du chercheur, l'intégrité scientifique, le rapport de Jean-Pierre Alix, le rapport de Corvol et la création de l'Office. Et puis, il y a un troisième versant, en dehors de l'éthique et du côté déontologique, la responsabilité scientifique elle-même. Et là, le MURS a été conseillé, ou sera conseillé, ou est toujours conseillé. Et là, il y a deux possibilités, et les Anglais font bien la différence entre responsibility, on est capable de répondre, et donc on doit donner des avis et communiquer, et accountability, c'est être responsable et rendre compte. Et ça, ces deux versants sont en fait compte un engagement, je crois, de notre MURS et du MURS vis-à-vis de la société et des politiques. Et puis, 50 ans après, on peut dire qu'on est à un moment où le MURS regarde son passé, il a été précurseur, promoteur, conseiller, et donc dans le domaine de la science et devenir de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel élan du MURS, initié par Luc Abadie, Jean Jouzel et François Ravetta, qui est celui du nouveau défi, transition écologique et devenir de l'homme. Donc là, nous sommes dans ce momentum, on regarde le passé, on a vu que c'est des actions de longue haleine à chaque fois, et on se lance dans l'avenir, dans ce grand problème de la transition écologique et devenir de l'humain. Je vous remercie tous, et je remercie surtout les Mursiens. Merci beaucoup, Monsieur De Gosse. C'était passionnant. Moi, j'ai relevé comme titre « À la recherche de la confiance perdue », qui ferait un beau titre d'article pour Sciences et Avenir ou pour la recherche dont on a vu un extrait là. J'invite Cécile Renoir à me rejoindre. On va rentrer dans le vif du sujet de la conversation avec ce propos d'ouverture, la responsabilité éthique des scientifiques à l'heure de la grande transition. C'est ainsi que ça a été titré sur le programme. Je vais peut-être venir à côté de vous, je serai moins surplombant quand même. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Cécile? Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui. Alors, Cécile Renoir, vous êtes philosophe, un parcours un peu particulier parce qu'initialement, vous êtes diplômée d'une école de commerce. Vous avez fait ensuite une thèse à l'EHESS et aujourd'hui, vous présidez le campus de la transition. Alors, quand on s'est parlé au téléphone en amont de ce colloque, vous m'avez dit, moi, je suis à l'interface entre différents mondes. Et ça, vous le dites en fonction de la position que vous occupez au campus de la transition. Donc, évidemment, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que c'est que ce campus de la transition que vous présidez? Oui, d'abord, bonjour à toutes et tous. Et je voudrais dire combien je suis honorée et heureuse d'être ici aujourd'hui pour cet anniversaire sur ces enjeux de responsabilité des scientifiques dans la société et dont on vient d'entendre combien cette responsabilité, elle est à la fois individuelle, collective, finalement institutionnelle, et puis on pourrait dire qu'elle est à la charnière de l'éthique et du politique. Voilà, et Luc en parlait justement. Alors on pourrait dire que à l'initiative aux origines du campus, qui est une petite initiative, c'est une association qui aura 7 ans dans 2 jours. Voilà, alors c'est récent, mais l'intuition, c'était vraiment d'essayer d'être peut-être petit, plus agile, un peu à côté du monde de l'enseignement et de la recherche, pour essayer d'y jouer un rôle d'aiguillon en étant en lien avec des acteurs, notamment du monde de l'enseignement supérieur. Alors, si je résume la raison d'être telle qu'on l'a redéfinie il y a 2 ans, elle est exorbitante. C'est former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain en vue d'une transition écologique et solidaire. Voilà. Et avec l'idée que derrière tout ça, peut-être ce qui est un peu clé dans le travail qu'on essaye de faire au campus de la transition, mais donc en réseau avec beaucoup d'enseignants-chercheurs, dont plusieurs sont dans cette salle aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de former ou d'accompagner la réflexion sur l'acquisition de compétences dites transverses pour la transition.
On a parlé d'éthique, de responsabilité, de pensée prospective, d'action collective, voilà, de changement des modèles mentaux. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire, voilà, en étant petit et un peu à côté, voilà, hors système. Vous parlez d'écolieux à propos du campus. Voilà. Alors nous sommes nous sommes une association et nous sommes ancrés dans un domaine qui est devenu dont on essaye de faire un écolieu, un éco-campus, où certains me disent qu'il faut parler comme un living lab. Voilà. Donc c'est dans le sud de la Seine-et-Marne. Dans un petit village de 400 habitants. Voilà, il y a bien un lieu physique, quoi. Il y a une géographie du campus. Oui, absolument. Et avec l'idée que justement, alors je suis entourée, je vis avec plein de jeunes très motivés, assez radicaux dans leur. Enfin, on avait défini notre posture au début de l'aventure en disant qu'on voulait être radicaux, non marginaux, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, mais essayer d'embarquer largement. Et voilà, un des exemples qu'on peut donner, c'est le lien avec les agriculteurs voisins du campus. Quand on est arrivé, on s'est dit, nous, on avait envie de faire un peu d'agroécologie, de permaculture. Ils vous ont regardé avec des yeux ronds ? Eh ben, un peu. Et alors, on s'est dit, la première chose, c'est de nouer des liens le plus possible de confiance pour pouvoir essayer d'avancer ensemble. Et assez rapidement, après qu'on ait organisé ce qu'on appelle des rencontres de Forges, Forges étant le nom du village, sur les questions d'écologie, on était là en partenariat avec le LID, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui est rattaché à Paris Cité. On avait fait une rencontre sur l'énergie et des agriculteurs sont venus nous dire qu'ils souhaitaient qu'on en fasse une sur l'agriculture. On en avait fait une il y a 5 ans. L'année dernière, ils nous ont demandé d'en refaire une pour rendre compte de ce qu'ils avaient mis en place depuis les discussions qu'on avait eues. Et là, on était assez, à vrai dire, assez fiers qu'ils nous disent qu'ils avaient mis que 6000 hectares étaient passés d'agriculture conventionnelle à agriculture de conservation des sols. Et pour moi, c'est un bel exemple du fait qu'un dialogue assez franc, parfois un peu rugueux, avec des personnes de bonne volonté qui avaient peur de l'agro-bashing, ils nous ont dit, mais on est en fait maintenant très heureux d'être sur cette dynamique-là. Et je crois qu'ils organisent eux-mêmes maintenant des moments voilà. de réflexion et d'échange. Voilà. Ouais. Alors, le campus, c'est un lieu où concrètement vous expérimentez un mode de vie bas carbone. Et ce faisant, dans le cadre de cette expérience collective, il y a différents enseignements qui sont d'ores et déjà tirés par rapport à la question qui trône en haut de l'affiche de ce colloque, qui est celle de la responsabilité éthique et collective des scientifiques. Donc ces enseignements, vous les articulez de quelle façon ? Alors, on a travaillé notamment à partir de la demande qui a été faite au campus en 2019 par Frédéric Vidal, qui était à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, Nicolas Castoldi, le directeur de cabinet, qui à vrai dire, je pense, a joué un rôle assez important là-dessus, nous ont dit, vous êtes hors système, mais vous êtes un bel écosystème d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Et on nous a demandé de travailler à l'élaboration d'un socle de connaissances et compétences pour la transition, en nous disant, allez-y, faites quelque chose avec le plus de liberté, on va dire, y compris académique possible. Ne vous souciez pas trop de l'atterrissage politique de tout ça. Il y aura un groupe institutionnel qui va être constitué. Et c'est le groupe dit Jouzel Abadi, donc, dont on a les éminents représentants ici, et dans lequel le campus était partie prenante avec d'autres. Voilà, et Bric Fortin, qui est aussi dans la salle, en faisait partie. Et du coup, nous avons réuni à peu près 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines, de différents horizons, d'universités, écoles d'ingénieurs, de commerce, quelques praticiens aussi. Et nous nous sommes dit, il faut qu'on propose un socle dans lequel on aide les uns et les autres à faire un pas de côté pour réfléchir peut-être un peu différemment. Et on parlait tout à l'heure de l'importance de la pluridisciplinarité. Donc ça, c'était vraiment un axe fort. Et nous avons choisi un parcours en 6 portes. Le terme de porte, on y a réfléchi aussi avec Rémi Beau, qui est au CNRS aujourd'hui, et qui a beaucoup aidé aussi à la structuration de l'ouvrage. Les 6 portes, ce sont les mots grecs qui sont dans économie et écologie, donc oikos, nomos, logos. Nous avons rajouté ethos, praxis et dynamis. Et au fond, tous nos enseignements invitent à faire un passage par ces 6 portes. En gros, oikos, c'est le diagnostic, donc l'entrée dans une pensée complexe. Ethos, évidemment, les enjeux d'éthique et de responsabilité. Nomos, la question des métriques qui sont utilisées, des règles du jeu, des instruments de gouvernance. Logos, la question des mots, des récits, des imaginaires.
et le lien avec une pensée prospective. Praxis, la question de l'action, des acteurs et des échelles de l'action. Et enfin, dynamis, les enjeux de reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Et finalement, ces 6 portes, alors selon les disciplines auxquelles on appartient, évidemment, l'insistance est mise plus ou moins sur tel ou tel type de porte, et donc de type de questionnement. Mais nous trouvions très important, et je rappelle, on était vraiment un collectif de 70 chercheurs, dont certains me disaient au départ, oui, mais la physique, est-ce que la physique au sens fondamental a à voir avec l'éthique? Et on avait eu des bonnes discussions pour dire, mais au fond, l'aiguillon éthique, il doit traverser tous les questionnements de toute discipline. Et finalement, et puis on a besoin d'un diagnostic bien posé, mais on le voit bien, c'est ce qui était rappelé aujourd'hui là en préambule, on a aussi besoin de réfléchir aux manières d'embarquer plus largement, et pour ça, il y a besoin aussi de nourrir des récits collectifs qui entraînent. Voilà. Et donc, sans confondre les registres et les rationalités, pouvoir les articuler. Alors, ces portes, on les retrouve concrètement dans une forme de manuel. Hein. Vous avez produit un document. Alors, on a produit un document dont la version en poche Jean Jouzel, est préfacée par Jean Jouzel, d'ailleurs, le manuel de la grande transition, donc, qui est cet effort pour réfléchir à ces terrains de questionnement et à l'articulation entre disciplines. Alors, parmi ces portes, pour reprendre votre terminologie, vous avez abordé la question de l'éthique. L'éthique, c'est peut-être un premier... c'est littéralement une porte d'entrée, parce que c'est vrai qu'il y a une idée à laquelle vous aimez bien tordre le cou, qui est celle qui consiste à dire que l'éthique ou la perspective morale, il faut la mettre de côté, parce qu'elle empêche d'avancer. Oui. Alors, je suis très frappée, dans les discussions qui peuvent exister avec bon nombre de scientifiques, de l'idée que l'éthique est toujours perçue comme une perspective surplombante, donneuse de leçons, moralisatrice. Et du coup, ça disqualifierait toute réflexion d'ordre justement éthique ou moral. Et je pense en plus, on pourrait débattre longtemps sur la distinction entre les mots d'origine latine ou grecque. Voilà. Mais là, à ce stade, j'utilise les deux indifféremment. Moi, ce qui me semble fondamental, c'est de regarder l'éthique et les différents courants éthiques ou moraux comme des manières de questionner le monde dans lequel nous sommes. Et pour reprendre la perspective de Ricoeur, philosophe qui avait une perspective conciliatrice et qui notamment a écrit un ouvrage qui s'intitule « Soi-même comme un autre », dans lequel les chapitres 7, 8, 9 constituent ce qu'il appelle la petite éthique. Ricoeur propose de considérer la démarche éthique comme la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et au fond, Ricoeur invite à articuler la déontologie, la norme morale kantienne, on va dire, avec la perspective téléologique aristotélicienne, et en prenant en compte aussi, je pense qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette question aussi de l'absurde, du mal radical, de ce qui traverse toutes nos vies individuelles et collectives, et donc aussi la question du passage de la dimension éthique à ce qu'il appelle la dimension supraéthique, celle du sens, ou certains diraient la dimension spirituelle de nos existences, au sens du sens que nous donnons, même s'il y a un absurde qui traverse aussi, un non-sens qui traverse nos vies. Voilà. Et cette perspective de l'éthique, elle nous invite à considérer ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que dans le manuel, on a commencé par oikos, c'est-à-dire le diagnostic lié aux sciences du climat, aux sciences de l'ingénieur, aux sciences du vivant. Et se dire, ce diagnostic-là, il nous invite à nous poser individuellement et collectivement des questions fondamentales sur ce qu'est le bien vivre aujourd'hui et demain, et dans des institutions justes. Alors, on pourrait aussi débattre longuement sur les critères de justice. C'est souvent plus facile d'aborder les choses sous l'angle des injustices. Et ça, je pense que c'est aussi une interrogation pour tous les scientifiques de se dire, et je crois que quand j'ai relu la vocation ou la manière dont le MURS a défini sa perspective, c'était de s'interroger justement sur les conséquences et les dommages pouvant être liés à des travaux scientifiques, soit plus fondamentaux ou appliqués. Et c'est de se dire, voilà, quelles sont ces conséquences potentielles et du coup, comment essayer de faire valoir une réflexion ensuite qui va déboucher sur une interrogation juridique et politique sur les normes qui soient à la hauteur et les institutions à la hauteur des enjeux.
Donc la démarche éthique, bien loin d'être uniquement une question d'intégrité personnelle et de morale individuelle, c'est vraiment une réflexion, une perspective collective et une question de responsabilité collective et institutionnelle. Et motrice, donc l'éthique comme moteur. Il y a un deuxième point que vous évoquez, c'est l'articulation entre les fins et les moyens. Alors ça, sans doute que dans le campus de la transition, vous l'avez constaté directement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans des études scientifiques ou des études d'ingénieurs et qui, à un moment, vivent une forme de dissociation entre ce qu'on leur enseigne et le métier auquel ils sont destinés et la réalité de la transition écologique, environnementale. C'est ça, la dissociation entre la fin et les moyens ? Alors, ça, c'est une manière d'aborder les choses, c'est de se dire, je suis entourée d'ingénieurs, notamment, de jeunes chercheurs, dont certains ont quitté la carrière académique parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop en porte-à-faux et qu'en fait, il serait plus utile de travailler directement dans un projet comme celui du campus, voire, je pense à une jeune femme qui a une thèse en optique, qui a bossé ensuite dans des startups de la tech, et puis alors elle avait déjà quitté la carrière académique, et puis qui s'est dit, je viens au campus parce que je veux mettre mes compétences en fait scientifiques et techniques au service d'un projet orienté par la recherche de la sobriété. Et d'autres nous ont rejoints en ayant commencé une carrière de chercheur et en disant finalement il y a quelque chose dans l'exigence de publier dans un certain type de revue et de manière très cloisonnée qui ne correspond pas, me disait-elle, notamment une de celles qui nous a rejointes, à ce qu'elle percevait comme étant absolument fondamental du point de vue aussi des carrières académiques souhaitables. Voilà. Et donc, du coup, il y a une première articulation entre fin et moyen qui serait de se dire est-ce que les moyens qui sont pris pour développer des carrières académiques et scientifiques, alors je vais revenir sur la question ensuite interdisciplinarité, mais qui soient aussi ancrées dans des disciplines. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas non plus abandonner ces méthodologies propres à différentes disciplines, mais comment faire en sorte qu'elles soient accompagnées aussi par cette réflexion sur les fins qui est fondamentale. Et là, je pense qu'on le voit aujourd'hui à tout niveau, c'est de pouvoir s'interroger sur la façon dont tout ce qui est mis en œuvre du point de vue de la recherche scientifique correspond finalement à une interrogation aussi collective sur les fins que nous nous donnons vis-à-vis de l'avenir de nos sociétés, de l'habitabilité de la planète. Et je voulais juste relire dans le dernier, un des avis récents du comité éthique du CNRS, là, du COMETS, qui est dit sur la prise en compte des impacts environnementaux doit être considérée comme relevant de l'éthique de la recherche au même titre que le respect de la personne humaine ou de l'expérimentation animale. Cette responsabilité impose de réfléchir aux moyens de limiter l'empreinte des pratiques de la recherche au quotidien et doit conduire à s'intéresser à l'empreinte environnementale des sujets de la recherche ainsi que des voies pour les traiter. Voilà. Et évidemment, ça implique aussi de s'intéresser au choix même des sujets pour être à la hauteur des enjeux et mettre les débats au bon niveau. Alors, troisième, si je compte bien, un troisième axe de réflexion, c'est la question de la transdisciplinarité que vous avez abordée et comment on fait cohabiter cette nécessité avec l'approfondissement de sa propre discipline, parce qu'un chercheur, il creuse son sillon, mais comment ce travail-là, il est compatible avec le fait de se tenir au courant de ce qui se passe à côté ? Oui, alors je pense que tout le monde dans la salle aura des avis sur la question et des expériences à ce sujet. Moi, je peux un peu dire ce qu'on essaye de faire au campus en menant aussi des recherches-actions, des recherches participatives, qui sont à l'interface entre des travaux de recherche plus fondamentales et puis une volonté d'expérimenter des choses au quotidien dans la manière dont on envisage la rénovation écologique de bâtiments, les enjeux d'alimentation, les questions de mobilité, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. On essaye de travailler alors, en s'inspirant aussi de toute une réflexion qui s'inspire pas mal des travaux de Dewey sur l'enquête depuis un siècle, dans les années 40 de Kurt Lewin. Et puis, je pense, parmi les chercheurs actuellement qui se sont beaucoup intéressés sur ces sujets pour aussi théoriser le type de recherche action participative dans le domaine de la durabilité, je pense aux travaux de Tom de Werderer, qui est à Louvain, et qui travaille énormément sur ces sujets, qui a beaucoup publié, mais c'est un parmi d'autres. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de proposer alors
ce qu'on avait déjà fait dans le manuel de la grande transition, c'est de proposer une perspective interdisciplinaire, voire transdisciplinaire au sens aussi du dialogue entre chercheurs et chercheurs de différentes disciplines et praticiens. Et en se disant que la voix des praticiens, elle compte aussi pour nourrir le questionnement et cette recherche, avec souvent un souci très concret de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent au quotidien ou qui se posent pour l'avenir. Et finalement, avec l'habitude souvent d'utilisateurs qui ont une vue très décloisonnée des enjeux et du coup qui vont pouvoir interpeller des chercheurs de différentes disciplines pour que, d'une certaine manière, ils associent leurs compétences disciplinaires pour traiter ces sujets. Voilà. Et en ce moment, là, on est en train d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour créer une sorte de chaire industrielle sur les enjeux de sobriété et suffisance. Précisément, et on le fait avec quelqu'un qui est un physicien et qui est arrivé au campus et qui me dit, mais au fond, il faut vraiment qu'on arrive là à développer des choses avec des chercheurs qui sont intéressés par des sujets assez techniques, par exemple rénovation des bâtiments, mais qu'on mette en avant, il dit, les portes Logos, Dynamis et Ethos, c'est-à-dire celles qui ont trait justement à des compétences plus transverses. Voilà. Eh bien, on en arrive au dernier point, qui est la notion de science et de chercheurs engagés, parce que c'est lié au fait qu'on vit un moment difficile pour la question de la transition énergétique. Je ne sais plus en quel terme Jean Jouzel a dit ça. Vous avez parlé de creux de la vague, je crois. Hein. Donc la voix du chercheur, du scientifique, elle devrait particulièrement porter dans ces périodes-là. Oui, alors Dominique va en parler tout à l'heure, donc je dis juste deux, trois mots là-dessus, et aussi en me faisant l'écho de réflexions qu'on a menées dans le cadre, alors là en l'occurrence, pas du manuel de la grande transition, mais d'un petit manuel, puisqu'on a une collection de petits manuels de la grande transition qui sont le fruit de travaux menés dans 12 groupes de travail. C'était en parallèle à l'élaboration de ce socle commun. On s'était dit, mais ça vaut quand même la peine de chercher à voir comment, par exemple, dans les sciences de l'ingénieur, dans les sciences de gestion, on peut favoriser l'intégration des questions écologiques et sociales de manière structurante. Donc là, de manière à favoriser une interdisciplinarité, mais un peu plus ciblée, si je puis dire. Et donc, dans le petit manuel sur les SHS, qui s'intitule « Regard indiscipliné », au pluriel, des sciences humaines et sociales, petit manuel qui a été piloté par Claude Compagnon et Patrick Caron. Il y a des développements un peu sur cette notion de chercheurs engagés. Alors, du coup, je propose de lire le paragraphe à ce sujet, donc le fruit de la réflexion collective. Face aux défis que représente la grande transition écologique et sociale, les sciences de l'environnement ne se limitent plus à une démarche descriptive s'appuyant sur la construction de modèles théoriques et visant à comprendre le fonctionnement des socio-écosystèmes. Elles sont aussi des sciences pour l'action, des disciplines socialement impliquées. Alors, cette implication des disciplines scientifiques n'est pas compatible avec l'épistémologie moderne fondée sur la neutralité axiologique et l'autonomie des sciences. Elle appelle plutôt une redéfinition de certains critères de pertinence de la démarche scientifique qui n'exclut pas le rôle que peuvent y jouer certaines valeurs, sans réduire pour autant nécessairement la robustesse des connaissances produites. La qualité de la démarche d'une science impliquée ou engagée peut être évaluée en ce sens à travers différents critères, et on avait donné, je crois, 5 critères différents. Un critère de fécondité, la capacité à créer de nouveaux questionnements et à susciter et organiser le doute. Sa diversité, donc la capacité d'accueillir le pluralisme dans toutes ses dimensions, son impartialité impliquée, la capacité à rendre compte du réel et à s'y soumettre pour la vérification, tout en explicitant le contexte, et la responsabilité du chercheur qui l'a conduit, donc la capacité, ce qui a été évoqué, la capacité de répondre de et de répondre à. Voilà, donc la fin de citation, donc c'est un peu de résumer ça. Et si je peux peut-être... Il y a une phrase que vous m'aviez dite que j'avais trouvée forte quand on avait discuté. Vous me disiez « Le chercheur engagé est celui qui reconnaît l'impossibilité d'une totale neutralité des faits ». Oui,
alors là aussi, c'est aussi pour alors, en philosophie, beaucoup une question dans le débat entre sociologie et philosophie, la question en sociologie, très souvent, on va parler de la neutralité axiologique, qui est très nécessaire pour regarder les faits justement très concrètement et pas plaquer tout de suite toute une théorie dessus. Enfin, je schématise beaucoup. Et disons que moi, ce qui me frappait toujours, c'est qu'en philosophie, on autorise beaucoup plus le fait de prendre des positions et de les justifier. Alors, je pense que bon nombre de sociologues diraient aujourd'hui qu'en fait, précisément, il peut y avoir un respect des faits et ou des acteurs, et en même temps, forcément, une interprétation à l'œuvre dans la manière de se situer vis-à-vis de ces faits et de ces acteurs. Voilà, donc je pense que là encore, c'est beaucoup une question d'appréciation des limites de certains, parfois de certaines perspectives très théoriques qu'on va vouloir plaquer de manière trop surplombante sur un certain nombre de situations, ce qui était aussi évoqué là, tout à l'heure. Mais en même temps en faisant droit à cet engagement des chercheurs vis-à-vis aussi des conséquences sociales et politiques, on pourrait dire, du diagnostic scientifique qui est posé. Bon, mais merci Cécile, on n'est pas trop mal, question horaire puisqu'il est 14h40, mais peut-être pour faire la transition, s'il y a peut-être une question de la salle pour Cécile Renoir. Sinon, on pourra garder ça pour la suite, puisqu'à l'issue de chaque session, on prendra des questions de la salle, comme pour la table ronde de la session 3. Merci Cécile Renoir, merci beaucoup.